Donc oui, donc moi je suis le docteur Okra Jardez, moi je suis gériatre de l'équipe et donc Marie Coudor qui est une des deux infirmières. Donc l'équipe est basée sur l'hôpital de Montesson et on a depuis le 1er mars l'extension sur tous les Yvelines Nord, ce qui est un énorme territoire. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est les 12 travaux d'Astérix ou les travaux d'Hercule, parce que c'est très 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 lourd, mais bon... Ça, c'est notre problématique à nous. Et donc, on va vous parler plus spécifiquement de là où on intervient et comment. Donc, je vais faire le tout début. Vous pouvez avancer. Donc, au jour d'aujourd'hui, alors oui, je vais peut-être te laisser commencer ça. Marie, t'aimes bien ça. Donc, on fait le constat. Donc là, les chiffres, en fait, qui ont été renseignés, c'est ceux qui ont été renseignés à la création de l'EMSA, parce qu'on a été ouvert en 2021 par l'établissement de Théophile Roussel, donc sur les secteurs en fait de l'hôpital, donc les 14 communes, donc les 3 secteurs psychiatriques de l'établissement. Donc à ce moment-là, il y avait 20% de la population qui avait plus de 65 ans sur ces communes. Sur le plan national, bon, voilà, on sait bien, une désertification médicale, en particulier en psychiatrie, et a fortiori en gérontopsychiatrie. Et une demande croissante donc des professionnels de santé, des établissements médico-sociaux, donc les EHPAD, les résidences autonomie, d'avoir un avis psychiatrique rapide. Face à ce constat, et ben, du coup, il a été monté l'équipe mobile. Donc, slide suivant. On peut avancer. Alors, aujourd'hui, l'équipe s'est un peu étoffée. Donc, notre responsable, c'est le docteur Breno, qui est le président de CME de l'établissement. J'ai le psychiatre de l'équipe qui vient de changer parce que ce sont des psychiatres qui partent faire des formations un petit peu sur d'autres hôpitaux avec les dernières réformes. On leur demande de bouger un peu beaucoup. Et donc, on a une charmante psychiatre, c'est le docteur Koulibaly qui nous a rejoint depuis le début du mois. Donc, c'est quelqu'un de très, très bien. Pour ceux qui ont connu Oksana, voilà, on est dans le même chemin. Donc, c'est un plaisir pour moi, gériatre, de travailler avec un psychiatre qui a l'ouverture sur ce type sur le sujet âgé. Donc, moi, je suis là depuis le 1er mars. On a un temps de secrétaire, une dame qui vient d'arriver aussi, qui a remplacé l'autre secrétaire, notre cadre de santé, Madame Santolala, et on a la chance d'avoir 2 infirmières à temps plein, alors dont la dernière est passée à temps plein à 7 ans, donc Marie et Christine Lahaye qui n'est pas là parce qu'elle est en déplacement. On est en cours de recrutement pour une 3e infirmière actuellement. Ouais, vous pouvez passer. Tu veux y aller ? Donc là, c'est en fait du coup la carte de notre territoire, donc Yvelines Nord. On est sur les secteurs psychiatriques. Du coup, voilà, les couleurs correspondent aux différents secteurs. Donc, on en a 10 en tout. En sachant que du coup, donc, il y a les 3, donc le 7, 8, 9 qui sont gérés par l'hôpital Théophile Roussel. Après, on est dans le 4, 5, 6, c'est l'hôpital donc, de Poissy, le CHIPS. Ensuite, le 3 et le 10 sont gérés donc, par du coup l'hôpital de Melan-les-Mureaux, le CHIM. Et l'hôpital de Mende gère le secteur 1 et 2, donc qui est un peu plus étendu, mais moins de villes, plus campagne. Voilà, sachant qu'au début, on était surtout, je ne sais pas si vous voyez le curseur, sur la petite zone qui était là jusqu'au 1er mars, et que là, donc, de façon effective, depuis le 1er mai, on a toute cette zone qui n'est pas, voilà, en distance, on n'est plus sur le même schéma de modalité de travail, on va dire. On peut passer. Donc, nos cibles, alors, ce sont des patients âgés de 60 ans. Moi, j'ai du mal à la gériatrie à 60 ans. Je trouve que c'est un peu trop bas. Et plus, donc, qui vivent, on va dire, dans le secteur des Yvelines Nord, que ce soit en EHPAD, en ville, dans des foyers. Mais voilà, tout type de patients de plus de 60 ans qui ont une pathologie psychiatrique connue ou inconnue avec une rupture de soins d'au moins d'1 an par rapport à un professionnel psychiatrique, parce qu'on ne peut pas non plus se substituer à toute la psychiatrie, parce que je pense que la file active montera vite à 3000 patients, ce qui n'est pas possible, et tout patient avec des maladies qui sont plus d'ordre neurodégénératif,
donc ce qu'on appelait avant les démences, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon plus soft les troubles neurocognitifs, quelle que soit leur origine. Sachant que quand moi j'interviens en EHPAD, j'ai un regard un peu plus bienveillant sur la limite à 60 parce qu'on peut avoir des déments Alzheimer en dessous de 60 ans. Donc ça, c'est la seule limite que je me permets, mais pas en ville parce que c'est une autre prise en charge. Alors, tu veux reprendre là? Donc, pour l'évaluation, donc toute demande doit être faite par un professionnel de santé. On n'est pas en contact direct avec les familles. Si les familles nous appellent, des fois ça nous est arrivé, on les oriente vers leur médecin traitant, le médecin traitant de la personne âgée pour que du coup la demande soit relayée par lui. Professionnels de santé, c'est aussi les travailleurs sociaux, tous les infirmiers libéraux, les services d'aide à la personne, tout professionnel en tout cas qui gravite autour de la personne âgée. Et de façon pratiquement obligatoire, s'il y a un médecin traitant, il faudra obligatoirement l'accord, bien entendu, du médecin traitant parce que c'est un partenariat. Comme on n'est pas prescripteur dans 99,9% des cas, mais qu'on conseille, et puis de toute façon, de façon confraternelle, on ne peut pas s'immiscer sur j'ai envie de dire, le territoire d'un autre médecin sans son accord. Suivante. Oui, bien entendu. On a un rôle donc, de coordination essentiellement, donc ce qu'on disait avec le médecin traitant, donc qui est au centre du dispositif. Donc bien sûr, quand il existe, dans la majorité des cas, il existe heureusement. Le lien, donc en fait, on n'a pas vocation à faire du suivi. Donc le but, effectivement, c'est si tant est la situation venait à nécessiter un suivi par un CMP, de se mettre en relation avec le CMP pour que ce soit fait et de faire en sorte que du coup faire cette coordination entre les différents travailleurs, que ce soit les EHPAD, la gériatrie, donc pour ce qui s'agit des consultes mémoire, des HDJ. Souvent, on permet, comme ça, on est des facilitateurs pour permettre un bilan gériatrique, que ce soit des patients avec des troubles psychiatriques qui le nécessitent, ou que ce soit donc du coup dans le cadre de troubles cognitifs qui n'ont pas été expertisés. Voilà, le lien avec les équipes mobiles gériatriques. Donc là aussi, les équipes mobiles gériatriques sont intramuros, donc, et ne prennent qu'à partir de 75 ans. Néanmoins, ça nous est arrivé effectivement à partir du moment où un de nos patients suivis a été orienté aux urgences de demander à ce qu'il y ait une évaluation qui soit faite, surtout des fois dans un constat de troubles somatiques importants, forcément sur le domicile plus particulièrement. Voilà, donc le but étant effectivement de travailler au maintien à domicile quand c'est possible, d'éviter les hospitalisations non programmées et éventuellement d'accompagner les personnes sur des établissements, même si ce n'est pas nous qui faisons directement la demande, c'est en relation avec les services sociaux, hein, pour faire en sorte voilà, d'accompagner sur une structure si c'est nécessaire. Et je voudrais juste revenir, parce que je me souviens plus après si on l'aborde sur de toute façon les modalités de prise en charge du patient, mais par rapport au médecin traitant, c'est aussi important sur un plan somatique qu'un patient qui présente des troubles du comportement soit examiné, parce que on sait bien que entre l'infection urinaire, la constipation et le globe vésical, on aura d'autres types de problèmes, mais on y reviendra après. Slide suivant. Ouais. Un rôle de sensibilisation et de formation. Bon, là, effectivement, on est bon, lorsqu'on est en structure, en tout cas, on est en lien avec les équipes, donc il y a automatiquement un temps d'échange lors de notre venue en amont et en aval de notre entretien directement avec le patient. On est aussi, pour ce qui s'agit de ville, beaucoup en lien avec tous les SIAD,
les services de soins infirmiers spécifiques à la personne âgée pour travailler aussi avec elle sur le trouble psychiatrique ou des fois effectivement les troubles psychocomportementaux pour les démences. Les interventions sont forcément limitées dans le temps compte tenu de notre territoire. Donc, le but est en fait de prendre une situation en subaigu et d'arriver à la stabiliser autant que possible avec nos recommandations. Donc voilà, après, on fonctionne, voilà, chaque situation est différente. On peut venir une fois comme on peut venir 6 fois s'il y a besoin. Voilà, en fait. En plus, dans l'EHPAD, les choses seront un peu différentes qu'au domicile. Si des fois, si tenté, on se retire à un moment donné, on peut être relancé par le médecin traitant si tenté la situation venait à se déséquilibrer. Et s'il y a un relais, on s'arrête au relais. Suivante. Alors, les modalités d'intervention, donc on a dit, patient de moins de 60 ans, connu ou en rupture de suivi psychiatrique depuis plus d'1 an, pas de problème pour les troubles cognitifs. Par contre, on n'a pas la problématique d'un suivi psychiatrique quand c'est du cognitif pur. Donc, Marie, c'est vrai que nos infirmières, donc toi, tu fais d'abord, je te laisse le relais sur tout ce qui est évaluation initiale. Oui, donc à partir du moment où le partenaire nous contacte par téléphone, alors après on fait cette évaluation-là par téléphone. On a un temps de secrétariat aussi qui nous permet voilà, de répondre lorsqu'on est absent sur notre ligne de fixe qui vous sera communiquée après. Donc le but étant l'évaluation gérontopsychiatrique de la personne, de son environnement, de son lieu de vie. Donc là aussi, avec forcément le but de proposer une prise en soin, donc en coordination avec les différents partenaires, donc en fonction des situations, les partenaires sociaux. Donc, pour domicile, c'est quand même un partenaire important. Et voilà. Pardon? On n'entend pas. Bon, Suivant. Suivant. Alors oui, le logigramme d'intervention, donc le patient, symptômes psychiatriques ou troubles neurocognitifs. Non, là, c'est les psychiatriques. Hein. Donc, bien entendu, tout ce qu'on dit, c'est éliminer la cause somatique. Donc, c'est important que le médecin traitant soit dans la boucle. Parce que moi, même si je suis gériatre, je n'aurai pas le temps et je ne pourrai pas examiner le patient, puis je ne le connais pas, donc ça peut être aussi pas forcément facile. Maintenant, quand il n'y a pas de médecin, on essaie de se débrouiller autrement. Bon, on arrive toujours à biaiser ou à avoir quelque chose, ou tout au moins obtenir un bilan. Donc, c'est des troubles isolés. Tu veux continuer? Donc, lorsque c'est isolé, à ce moment-là, on distinguera lorsqu'il y a une rupture de plus d'1 an ou si ce n'est pas le cas. Si en fait les situations, parce que si tant est en fait la situation venait à nous être évoquée et que la personne n'était pas ne connaissait pas en fait le fait que la personne était suivie par un psychiatre ou suivie en tout cas par un CMP, souvent l'information n'est pas forcément sue par tout le monde. Nous, on l'obtiendra et à ce moment-là, on réorientera la situation sur le CMP ou sur le psychiatre libéral qui suit le patient en lui expliquant donc les choses ont été un peu alertées. Si tenté, donc ça relevait bien effectivement de nous, à ce moment-là, il y aura une prise en charge de l'ENSA comme on a pu vous l'expliquer auparavant, et puis à voir après en fonction de la situation, soit le relais vers un médecin traitant lorsque la situation est stable, donc il ne nécessite pas un suivi par nos CMP, soit c'est arrivé aussi des hospitalisations en psychiatrie. Bon, ça reste très peu. Oui. Le but n'est pas d'hospitaliser les personnes en psychiatrie. On essaie d'aller le plus en amont possible. De toute façon, à partir du moment où
où on arrive sur une situation, là c'est vraiment de l'urgence en général, et bon, ça nous est arrivé, mais c'est plus limité. Après, on n'est pas forcément dans la crise et on parlera de notre délai d'intervention. On n'a pas forcément, on n'a pas la possibilité d'intervenir dans la journée même ni dans la semaine même en général. On pourra reparler du délai qui ne fait que s'allonger avec les nombreux partenaires qui nous sollicitent aujourd'hui. Donc, slide suivant. Donc, on parle plus, oui, sur les symptômes. Non, encore avec symptômes psychiatriques. Non, cause voilà, d'une pathologie neurodégénérative. Oh là là. Donc, avec diagnostic, oui, bon, tu veux continuer? Oui, donc là, en fait, à partir du moment où il y a des troubles cognitifs observés au moment de notre, en tout cas, évoqués par la personne qui fait la demande, on vérifiera si effectivement il y a eu un diagnostic de posé ou s'il n'y a pas de diagnostic. À ce moment-là, s'il n'y a pas de diagnostic, on fait toujours en fait une recherche un peu étiologique. C'est à ce moment-là qu'on fera ce qui est noté en bas, l'évaluation gériatrique. Ce n'est pas nous qui la faisons, mais du coup, on va passer le relais vers un hôpital de jour, des différents hôpitaux, des communes dont on dépend. Donc, en fonction... si le diagnostic en fait est posé, à ce moment-là, on verra si effectivement, du coup, c'est soit soit il y a une majoration des troubles du comportement. À ce moment, enfin, je m'y perds un peu. On verra, voilà, on va travailler, quoi. On travaille les situations. Ok, et d'autres. Moi, j'arrive même plus à relire tellement c'est petit. Voilà. Alors, ah oui, tu as fait celui-là. Ouais. Voilà. Bon, enfin, en gros, voilà, on a, pour simplifier, parce que c'est bien gentil d'avoir des slides avec plein de flèches, mais finalement, voilà, on se pose des questions sur les troubles cognitifs, connus, pas connus. Connus, c'est simple, pas connus, on essaiera d'envoyer sur un service pour affiner et pour voir si on peut cibler, par exemple, ceux qui ont plus de troubles cognitifs vasculaires, amélioration de l'hypertension, de la prise en charge cardio ou diabétique, amélioration de tout ça. Si on peut déjà avoir cette part de somatique soignée qui va permettre aussi d'influencer sur la gravité des troubles cognitifs, parce qu'il n'y a pas que les traitements psychotropes, il y a aussi tout ce qui tourne autour au niveau du somatique. Voilà. C'est bon pour toi? Oui. On passe à la suivante. Des cas. Tu veux que je commence à raconter ou tu fais le premier, je fais le deuxième? Okay. Allez. Donc, en fait, on vous a présenté deux situations pour que ça soit plus parlant pour vous que notre beau logigramme. Donc, la première situation est une situation d'EHPAD. Donc, c'est une dame de 75 ans qui a été adressée par le médecin coordonnateur de son EHPAD pour troubles psychocomportementaux sur une démence de Korsakoff, avec instabilité psychomotrice. Donc, juste pour ceux Korsakoff, pour qui ça ne parle pas, c'est les démences chez les patients alcooliques. Donc, il y a une instabilité psychomotrice, des éléments dépressifs sous-jacents avec des éléments de persécution. En fait, nous sommes venus voir la patiente 4-5 semaines après la demande. Et on observe surtout une patiente qui présente des impatiences qui témoignent probablement d'une iatrogénie. On a vu que le traitement en fait, neuroleptique par Risperdal avait été initié 10 jours avant par le médecin coordonnateur. Du coup, les préconisations ont été données. Donc, souvent, en EHPAD, en fait, on a un dossier, on a une session au niveau de leur logiciel, ce qui nous permet, en fait, de faire des préconisations assez rapides en attente du courrier médical de restitution. Donc, on a demandé la modification du traitement neuroleptique par une autre molécule, donc l'aripiprazole, qui est mieux toléré par la personne âgée. On a demandé d'augmenter le traitement antidépresseur, donc c'était de l'amiancérine, majoré de 30 à 40 mg.
et la baisse de l'hypnotique. Donc le zopiclone qui était à 7,5 mg, ce qui est contre-indiqué à cet âge. Et donc le 3,75 est autorisé. Et, la réévaluation a eu lieu à peu près 3 semaines. On n'a pas vu forcément la patiente parce qu'on voilà, mais on l'a fait en présentiel, en réunion avec les soignants. On a noté une nette amélioration thymique et donc du coup un rendez-vous a été fixé en décembre. Voilà, donc ça c'est un cas facile, classique. Un autre cas qu'on a vu en ville récemment aussi, donc une petite dame de 85 ans qui nous a été adressée donc, par les services sociaux du PAD de Mantes. Donc une évaluation globale psychogériatrique, on partait plus sur une patiente avec des troubles cognitifs et donc on était appuyé par le DAC. Donc moi j'ai retrouvé une dame qui avait des troubles cognitifs non explorés, surtout un gros passé dépressif avec une histoire assez triste de perte brutale d'un fils. Donc il y avait une certaine incurie à domicile, mais on a vu bien pire. Voilà, moi je trouve que c'était encore rangé, Bon, elle savait tellement faire son ménage, ça c'est sûr, c'était plus très efficace, accumulation de casseroles, tout ça. Pardon? Voilà, fermez bien, vous pouvez fermer là aussi, là, parce que ça va avoir du bruit. Voilà, il y a du bruit. Qu'est-ce que je dis? Voilà, moi j'avais contacté le médecin traitant qui m'avait dit mais oui, voyez là. Bon, il y avait un projet aussi qui était embêtant parce que la dame habitait dans une petite cité, une gentille petite cité à l'ancienne avec un petit jardin autour et plein de petites maisons, mais qui devait être démolie parce qu'on construisait des logements sociaux. Donc il y avait aussi un peu une deadline comme ça. Et puis la dame refusait tout, la mise sous de l'assistance, elle ne voulait rien. Donc on y est allé. Bon, la dame finalement en discutant, ok, un petit peu de troubles cognitifs, mais qui ne nécessite pas une mise en EHPAD, Dieu merci pour elle. Et puis elle a le droit de dire non aussi. Hein, mais bon, on a pu négocier. Finalement, c'est elle-même qui nous a donné, qui nous a donné je dirais les ficelles pour la prendre en charge parce qu'on lui proposait de l'aide parce que nous on voyait la vaisselle, on voyait des choses qu'elle ne voyait pas. Puis finalement, au moment où on est parti en disant on était ouvert on viendrait la revoir. Elle a dit, mais moi, j'ai mal au dos, j'ai besoin qu'on m'aide pour faire mon sol. Et donc, ça a permis de dire, bah oui, mais si on vous aide pour faire le sol, il faut que vous signiez l'autorisation de bénéficier de l'APA pour qu'on puisse venir et que ça ne vous coûte rien. Et de fil en aiguille, ben, les choses se font. On va aller la revoir bientôt. Elle n'a pas eu besoin de traitement psychotrope parce que finalement, pas plus triste que ça. Un peu isolée, mais avec la bienveillance de quelques personnes qui habitaient encore autour d'elle et bon, d'une famille qui essayait. Bon, je pense que la prochaine fois, ça va s'ouvrir. Et puis là, bon, on est en décembre, donc ils l'expulseront pas, puisque normalement, on n'expulse pas, enfin j'espère, parce que sinon, ça paraît très bizarre. Puis on espère qu'on lui trouvera un petit rez-de-chaussée avec jardin, parce qu'elle a un chat et c'est tout ce qu'elle demande pour quitter son établissement. Donc voilà, donc des situations très différentes. Surtout en ville, et là encore c'est une histoire qui est simple en ville, hein, parce que quand on tombe sur des gens incuriques, diogènes, avec les animaux qui restent et qui ne veulent pas quitter l'appartement alors qu'ils ont besoin d'être hospitalisés et que personne ne s'occupe des animaux en ville, ça va aussi prendre en compte que la personne, elle a souvent, si elle veut rester chez elle, il y a souvent une raison. Et chercher pourquoi elle veut rester chez elle, c'est important aussi. Donc maintenant, j'ai un animal, je ne veux pas être hospitalisée, mais ça, il faut le chercher. Ça ne vient pas forcément, on voit la santé, on voit un axe, mais il y a tout l'environnement. Et on apprend tous les jours. Et moi, ce cas, il m'a appris à me dire, mais j'ai voulu faire à sa place. On a voulu lui imposer des choses, mais finalement, on a pris le dossier à l'envers. Il fallait lui demander de quoi avez-vous besoin. Et donc, c'est une belle leçon aussi d'humilité aussi parfois pour nous, et c'est parfait. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus rien après nous. Ouais, je crois que c'est encore une question après. Ah oui, si, c'est important de contacter ça. Vas-y, Marie. Du coup, on a un numéro, donc comme ce qu'on vous disait, réservé aux professionnels, donc qui est le 01 30 86 44 14. Nous ne sommes disponibles que du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h. C'est déjà pas mal, un peu du lundi au vendredi, hein, c'est pas mal. On a un portable en fait qu'on donne en cas de nécessité, surtout pour les médecins traitants, de mettre un message sur le téléphone en notre absence. C'est le 07 85 57 88 71.
Sinon, notre mail aussi nous permet du coup d'être contactable et permet aussi l'échange d'informations puisqu'on passe par une fiche de demande qui est transmise donc numériquement et qui peut être complétée néanmoins avec le professionnel par téléphone. Souvent le médecin, quand il n'a pas le temps de la remplir, on le fait grâce à ce qu'il nous donne. Des conseils thérapeutiques peuvent être donnés justement aux médecins de ville et aux médecins coordonnateurs en direct par notre gériatre et aussi notre psychiatre lorsqu'elle est disponible. Voilà. Et maintenant, on écoute les questions s'il y en a. Voilà. Ou c'est très clair, il n'y a pas de questions, ou vous voulez nous parler d'une situation pour laquelle vous voulez qu'on intervienne. Bonjour, bah moi j'en ai une. Alors, je ne vois pas. Là. On ne voit pas bien. Alors, est-ce qu'on coupe le diaporama pour voir les... Arrêter le partage. Ouais, comme ça on pourra mieux voir. Voilà, comme ça on va mieux voir. Et je vais mettre affichage, la personne qui... Aïe, 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 comment on fait? Je lève la main peut-être. Normalement, quand on parle, ça s'affiche. Alors, levez la main si je vous vois. Non, on ne voit pas, c'est pas grave. Ah oui, si, je vous vois, on vous voit. Voilà. Oui, bonjour. Donc, en fait, ma question concerne le formulaire pour vous saisir. Moi, j'avais cru comprendre qu'il fallait impérativement qu'il soit signé par un médecin. Alors, j'ai bien compris que le mieux, c'est l'idéal, mais si c'est pas possible, donc c'est pas un frein pour vous saisir en tout cas. Il faut en fait, si le médecin est... on m'entend? Oui. Si le médecin est présent, c'est-à-dire si le médecin est présent sur cette situation, il nous faut juste effectivement l'accord. Des fois, il nous est amené d'avoir des situations où le médecin n'a pas été contacté. Des fois, c'est nous qui le faisons. Alertons du coup le fait qu'il y a un autre professionnel de santé qui nous a interpellés et demandant son accord. Voilà, mais non, il n'y a pas nécessité à ce que, même si, enfin, c'est très très rare que le médecin nous remplisse la feuille. Voilà. Et puis autre chose, Okay. des fois il y a un médecin traitant, mais on se retrouve confronté au fait qu'on n'arrive pas à les joindre parce qu'ils ne sont joignables que sur Doctolib. Et Doctolib, on n'a pas de numéro de téléphone, donc ça m'arrive d'envoyer un courrier, mais je ne peux pas forcément envoyer un courrier pour demander à chaque fois une question. Donc c'est pas toujours très simple non plus. Mais bon, Oui. c'est rare, hein, c'est quand même la majorité est très contente d'avoir un coup de main ou un partenariat. Voilà, je dois dire que ceux qui sont sur le terrain sont plutôt vachement sympas avec nous. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à soit les poser à l'écrit si vous êtes plus à l'aise ou sinon de lever la main. Après, on peut essayer de parler un peu du délai aujourd'hui parce que ça allonge. Vous avez compris qu'entre un petit territoire et un grand territoire, hier, on a fait Septeuil-Magnanville et Pitois-Gargenville, donc on était et Magnanville ensuite. Donc voilà, on a plus de 110 km voilà, sur la journée, c'est assez long. Il y a la distance qui rallonge notre vitesse d'intervention et aussi plus on est connu, plus on a du mal à intervenir. Donc si les infirmières peuvent déjà prendre contact assez rapidement avec vous ou intervenir, peut-être, je dirais maintenant, dans le mois pour une première approche. Pour ce qui est de la part du médecin, on va plutôt passer à peut-être 2 mois prochainement. Enfin, on se rallonge plus d'1 mois et demi à 2 mois pour pouvoir intervenir. Donc si on peut avoir un confrère directement qui discutent, on peut des fois faire avancer plus vite le schmilblick, de médecin à médecin. Mais ce qui est rare, donc ça se passe plus en EHPAD. Donc voilà, le territoire immense et puis demande immense en fait, hein, parce que pas de CMP, pas d'unité de psychiatrie du sujet âgé dans le département, donc c'est de réel où on peut s'hospitaliser. C'est quand même voilà, ça ralentit aussi, parce qu'on va voir un patient, mais il y a aussi toute la charge de courrier, de paperasse ou de débriefage ou de rappeler les gens. Donc, à un moment donné, on ne peut pas aller plus vite. Vous serez peut-être frustré, mais on peut se dire, avant, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on vient, mais avec un délai. Voilà. Ou un coup de fil avec un partenaire pour aller plus vite. Restons positifs.
On a été trop clair, Marie. Ah, on a Déborah de la passe mobile qui souhaite prendre la parole. Eh ben, allez-y, Déborah, on vous voit. Ah oui, là-haut. Bonjour à tous, Bonjour. Merci pour votre intervention. Très intéressante. Je vais prêcher pour ma paroisse. Je travaille dans une équipe mobile qui est la passe mobile. On intervient aussi sur donc, tout le territoire des Yvelines, assez fastidieux en termes de kilomètres. Notre patientèle, en tout cas, sur notre file active, majoritairement, c'est des personnes précaires qui n'ont souvent pas de médecin traitant. Donc, quand il n'y a pas de médecin traitant, comment on peut fluidifier notre demande? Est-ce qu'il faut qu'on passe absolument par notre médecin coordinateur qui doit tout gérer en l'absence de médecin traitant? Est-ce que notre équipe doit creuser un petit peu le territoire pour trouver un médecin traitant? Comment on peut procéder justement? J'ai envie de dire, alors j'aime pas le mot à la tête du client, mais là ce sera situation par situation en fonction d'urgence. Je pense que de toute façon, on aura toujours besoin d'un médecin pour suivre le traitement, parce que vous avez compris que voilà, les médecins ici, que ce soit moi ou ma collègue qui a même pas 1%, on ne pourra pas les suivre. Donc, il faut quand même, si c'est des patients qui sont rattachés à votre équipe, si vous avez un médecin coordonnateur, peut-être sera-t-il capable, lui, d'aider un peu au suivi du traitement. Je ne dis pas que dans des cas exceptionnels comme ça, on ne peut pas faire une ordonnance, mais qui va aller chercher le traitement, qui va vérifier que le traitement soit pris. Donc, on peut faire une approche, on peut aller voir, on peut donner déjà des consignes. Et après de voir, parce que c'est des patients très précaires qui ne sont pas capables de prendre des traitements, comment faire pour après faire un lien ou quelque chose d'étayant ou de sécurisant pour que les choses soient faites. Mais oui, bien sûr qu'on pourrait aller voir pour orienter. Parce que je pense que quelqu'un qui refuse tout accès, est-ce qu'on voit des troubles cognitifs? Est-ce qu'on voit que de la dépression? Est-ce qu'on voit autre chose de plus psychogène, j'ai envie de dire? On peut être une aide, bien sûr. Bien sûr. Okay. Ce ne sera pas facile. Hein. Ce ne sera pas facile, hein, Marie, mais on peut. Ce ne sera pas facile. Bon, en tout cas, les portes ne sont pas fermées. Et après, comme vous expliquez, c'est un petit peu au cas par cas et on voit comment on peut tous travailler ensemble pour prendre en charge des patients. Donc, vous voyez, les demandes vont continuer à augmenter. Voilà, oui, j'ai bien peur que oui. Mais je comprends, il y a un manque énorme. Bon, les hôpitaux ne sont pas forcément très ouverts sur la ville. Enfin, voilà, ils ont leurs problématiques de manque de médecins également. Il y a très peu d'équipes mobiles, vous en faites partie. Les équipes mobiles de gériatrie extra, dans le balbutiement, il n'y a pas de médecins qui interviennent. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut, en espérant qu'on étoffe un peu plus l'offre, à un moment donné, pour soutenir tous ces gens qui sont en ville dans des situations, oui, qui sont insondables. Merci. Rien. Marjorie, je vois ta main est levée. Tu avais une autre question? Oui, j'avais une autre question. Il s'agit davantage là d'une situation d'urgence. Alors, je sais qu'il existe, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas très bien au clair avec ça, le groupe Eric dans le sud des Yvelines, mais dans le nord, pour nous, on appelle le 15, c'est ça? Enfin, si... Alors, il y aura, vous parlez en tant qu'équipe mobile de psychiatrie? Oui, alors, mais dans le cadre d'urgence un petit peu. D'urgence, alors... De décompensation, en fait. Ouais. Décompensation, de toute façon, c'est toujours le 15. À Montesson, ils doivent monter une équipe l'année prochaine. Et il y a quelque chose qui existe sur Mantes-la-Jolie. C'est les deux secteurs. À l'unité de crise? Voilà, mais il faut que ce soit la famille, soit le patient qui appelle. Alors, le patient, je pense que ça va être compliqué. Voilà, donc après, on les connaît peu. On a eu un contact, mais voilà, on les connaît peu. Nous, on les connaît un petit peu, mais c'est vrai que pour les situations vraiment pure urgence, je pense pas, pour moi, ils n'intervenaient pas. Au domicile, du coup, dans l'urgence, mais à voir. D'accord. Merci. Si la patiente, elle se met en danger, s'il vous menace avec un couteau, s'il menace de passer par la fenêtre ou de se suicider, de se jeter sous les rails du train, vous appelez le 15, quoi. Là, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il ne faut même pas se poser de questions.
Il y a un risque de passage à l'acte, il y a un scénario, il y a une temporalité, il y a de l'agressivité, de la sténicité. Zoup, le 15, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas faire mieux. Alors certes, ce n'est pas forcément très confortable, après tout le monde se retrouve aux urgences, donc, mais on n'a pas les moyens. Voilà, il n'y a pas assez de monde sur le terrain, on fait comme on peut. On fait comme on peut et en fonction de l'urgence, ben, voilà. Parce que là, moi, j'ai une situation, par exemple, c'est une dame Diogène qui va du coup avoir qu'un avis d'expulsion hein, pour cause d'insalubrité. Et j'aimerais savoir qui je pourrais solliciter en équipe mobile psychiatrique le jour où l'expulsion va avoir lieu en fait. Pour pouvoir l'accompagner, parce que je pense qu'elle va décompenser, mais je ne sais pas trop qui appeler. Elle a quel âge? Elle a moins de 60. Elle doit. Non, je ne connais pas l'âge. Je ne sais rien. Ouais, ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'il y avait un CMP? Est-ce qu'il y a un médecin connu? Non. C'est compliqué. Là, ça va être compliqué. Et il y a un relais sur un autre hébergement? Là, on y travaille. D'accord. On y travaille, on a une synthèse avec l'ensemble des partenaires, on travaille là-dessus. Il y a l'équipe mobile Passerelle qui est dessus aussi et qui accompagne aussi, et donc ça va nous aider. Mais voilà, Dans ce cas-là, je question. peux dire, si elle décompense au moment où vous allez chercher ou vous forcez la porte et tout, c'est le 15, parce que si elle commence à taper et compagnie, il faudra bien jeter quelque chose pour la calmer. Là, ou éviter qu'elle nous fasse un infarct en direct si elle a autre chose derrière. Mais bon, ça, je sais pas. Qui est probable. Oui, d'accord. Docteur Chemin, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc moi, je suis gériatre sur l'hôpital de Mantes. Je suis Je vous entendez? Ouais, mais on sait pas. J'ai un problème de caméra. Je suis désolée. Du coup, vous avez que ma voix. Je suis désolée. Donc oui, je suis gériatre sur l'hôpital de Mantes et je coordonne la filière gériatrique Mantes-Melan-les-Mureaux. Oh, ravie de vous rencontrer. Du coup, j'habite loin par rapport à vous, mais je vois que vous venez de temps en temps sur le Mantois, ce qui est bien. Je voulais dire, d'abord, j'ai apprécié la clarté de l'intervention autour des moyens qui sont actuels. Je trouve que ce que je disais aussi avec ma collègue, le docteur Capel, qui est sur la psychogé à Bècheville, pour avoir parlé de vous, c'est qu'il y a une réponse, donc c'est mieux que rien. Finalement, quelque chose, c'est déjà mieux que rien. Et puis, c'est à l'avantage d'être structuré. On voit bien que vous êtes structuré, donc dans la présentation que vous avez faite, du coup, ça peut donner des réponses. Et puis, quand on n'est plus tout seul dans une situation, déjà, ça permet d'avancer et d'éviter la situation de crise qui pourrait enclencher un passage aux urgences à un moment, faute de réponse. Ça, c'était ma première remarque. Et ensuite, j'avais une question très pratique. Donc là, vous avez une activité clinique auprès des patients. Est-ce qu'à un moment, autour de la question de la formation des équipes, vous le laissez au niveau des EHPAD? Parce que moi, je vois dans la pratique qui est la mienne, en partie en EHPAD, l'enjeu de toute la formation des soignants sur les problématiques comportementales. Voilà, c'est ma question. Alors, moi, je vais être très claire. Je pense que là, on n'a pas le temps de faire de la formation. Enfin, moi, notamment. Voilà. Là, je n'ai pas le temps. La seule chose que peuvent essayer, mais là, pareil, elles sont débordées actuellement, mais c'était le projet ambitieux pour l'instant, trop ambitieux vu le ratio demande et temps et personnes. C'était à partir de cas cliniques, surtout psychiatriques, mettant en difficulté certaines EHPAD, parce que là, c'est pratique. Les infirmières peuvent venir et réexpliquer la situation, prendre du relais, parce qu'une formation même, on n'est pas organisme de formation. Hein, il y a des gens qui font ça bien mieux que nous. Maintenant, on peut toujours aider sur une situation, faire une supervision et redonner des bonnes pratiques, remettre du sens dans ce qui est fait, refaire, parce que de toute façon, on sait bien, quelqu'un qui arrive comme ça de l'extérieur sera toujours mieux entendu que l'équipe qui est très bonne à l'intérieur. Malheureusement, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Mais on peut faire de la supervision. Ça peut aider à avoir une autre vue et avec une autre façon peut-être d'aborder les choses, une autre voie. Bon, moi, ce que je voulais faire, c'est l'année prochaine, mais là, c'était plus pour les médecins,
J'attends le prochain référentiel, mais ça, c'est plus pour les troubles cognitifs, parce que là, je vais pas aller parler sur les troubles psychiatriques. Voilà, la psychogériatrie, c'est pas de la psychiatrie. Je vais pas marcher sur d'autres domaines, mais je voudrais réunir les médecins co tout au moins pour aborder les prochains référentiels de prise en charge des troubles du comportement du sujet dément, des troubles cognitifs, parce que là, il y a eu pas mal. Je sais pas si vous avez bossé l'année dernière, mais sur ce groupe, mais il y a quand même pas mal de choses qui doivent évoluer, ou on espère qu'on fera évoluer les molécules. Et il y a besoin quand même de mise à niveau. Et moi, ce que j'avais fait dans le 95, parce que je venais du 95 en équipe mobile, j'avais fait ce type d'intervention auprès des médecins co pour qu'on ait tous déjà de base les mêmes molécules que j'utilisais. Comme ça, quand j'arrivais, c'était beaucoup plus simple que de détricoter une ordonnance avant de repartir à zéro. Au moins, on n'avait plus qu'à ajuster. Donc ça, au niveau, par contre, des médecins, j'essaierai de faire quelque chose. Et mes collègues, quand elles seront à 3, ben, elles auront peut-être un petit peu de temps pour intervenir. Voilà. Bah, merci, c'est clair. Merci. Question? Là, je regarde. Il nous reste encore un peu de temps s'il y a des dernières questions. Après, moi, je dirais qu'on a été amené à travailler avec plusieurs personnes. Bon, j'ai repéré peut-être quelques noms. C'était un grand plaisir. Je vois l'équipe de Mantes, on s'est retrouvés plusieurs fois, mais bon, il y a vraiment, voilà, les partenaires, les assistantes sociales avec qui on travaille sur le terrain, tout ça, c'est vraiment sympa quand on est ensemble. Voilà. Voilà, je confirme, c'est vraiment un plaisir partagé de vous avoir sur notre territoire. Effectivement, on a fait plusieurs situations, on a traité plusieurs situations avec vous et ça a vraiment bien avancé grâce à votre collaboration. Après, on a aussi nos limites, que ce soit, voilà. Et puis des fois, ben malheureusement, on s'aperçoit que la chimie, c'est pas toujours en fonction de ce qui reste comme récepteur dans le cerveau, c'est pas si simple que ça. Et des fois, on peut être un peu frustré. Donc des fois, il faut accepter que l'amélioration n'est pas à 100%, parce que des fois, je suis obligée de dire. Alors, ça, c'est plus en EHPAD qu'on voit ça, parce qu'on a moins ce regard-là en ville. On sait déjà qu'un petit mieux, c'est bien. Mais voilà, en EHPAD, des fois, on pense qu'un patient, on va le remettre complètement dans la norme, entre guillemets, qu'on aimerait. Mais voilà, c'est jamais possible. Et c'est là où on doit avoir, nous, un travail d'éducation aussi pour les équipes, pour accepter ce qui n'est pas des troubles, mais ce qui est propre à la pathologie, en fait. Et ça, c'est un autre regard, et c'est un regard, je pense qu'il faut remonter à une époque, il y avait beaucoup de travail sur l'humanitude, sur la bienveillance dans le département, comme notamment il y avait Monsieur Salom, c'était un gros pourvoyeur d'humanitude, qui était à Magnanville, pour ceux qui l'ont connu, à la Fondation Bélan. Et bon, ça a l'air de revenir, on voit passer quelques documents où je pense qu'au niveau national, ils se rendent compte qu'il faut repartir pour les EHPAD, parce que notamment pour les EHPAD, je parle moins de la ville parce qu'on a un manque de professionnels, mais pour les EHPAD, le Covid a fait oublier un peu la bienveillance. On est revenu trop dans un système sanitaire et donc là, il faut repartir. Il y a tout un travail psychologique, mais là, c'est à chaque professionnel d'aider à ça. Bon, ça, c'est moi qui milite. À chaque fois, il faut que Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais repartager rapidement mon écran pour la prochaine rencontre. Mais en tout cas, on tenait à vous remercier d'avoir participé à cette deuxième édition des rencontres Flash Santé. Et merci aussi à tous les professionnels qui se rendent disponibles pour participer à cette session. Et voilà, je te laisse. Le prochain Flash Santé sera donc le 12 décembre, toujours à la même heure, de 13h à 14h. Et le thème prochain sera les infirmières en pratique avancée. Et je passe un message, si vous en connaissez qui travaillent en milieu hospitalier et qui seraient intéressés pour intervenir, n'hésitez pas à nous transmettre
ces coordonnées. Pour l'instant, j'ai qu'une infirmière en pratique avancée en ville. Je sais qu'il y a un infirmier de pratique avancée sur un CMP de Mantes. Ça peut être intéressant aussi parce que ça, c'est vraiment une aide. Et il y en a pas mal sur Poissy. Hein. Entre Poissy, je pense qu'ils en avaient pas mal. On essaiera de trouver un nom. On verra. Docteur Chemin, je lève la main. Du coup, effectivement, nous, on bénéficie de l'infirmier de pratique avancée qui s'appelle Martin Denis et qui nous aide au niveau de l'EHPAD du SLD sur les suivis de patients psychiatriques qui n'ont plus de psychiatre, faute de psychiatre, on va dire. Du coup, sur les patients stabilisés, c'est une ressource très précieuse. Voilà. Et il est sur différents sites, puisqu'il est bien chez nous. Je crois qu'il va aussi sur Poissy. Je crois qu'il fait un peu de ville. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, je crois que c'est lui qui va sur l'EHPAD de Septeuil également. Ouais. Je pense qu'il va aussi voir les patients psychiatriques sur l'EHPAD de Septeuil. Merci beaucoup. On vous retient pas plus longtemps. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on a enregistré cette session que vous pourrez retrouver d'ici quelques jours sur YouTube. Je vois que Monsieur Guillard souhaite prendre la parole aussi. Oui, bonjour. Nous avons aussi en fait sur notre EHPAD un infirmier en pratique avancée qui du coup travaille en parallèle avec les médecins sur les pathologies chroniques. Voilà, donc, si besoin, il peut aussi se rendre disponible. Parfait. Bon, en tout cas, j'ai pris note et en plus, ça apparaît dans la conversation. Merci à tous. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.